Bonjour, bienvenue à cette 13e émission de The Call. Aujourd'hui, c'est moi qui fais l'animation parce que toutes les terminales sont en bac blanc. Et oui. Du coup, comité restreint aujourd'hui, le comité des secondes de Charles de Gaulle. Première. S'il te plaît. Un peu de respect, s'il te plaît. C'est méchant. Donc, C'est que je suis petit, mais quand même. j'ai avec moi, en face de moi, Akila, Bonjour à tous. qui nous fera une chronique manga qui partira peut-être en débat, on va voir ça. On va voir. Très certainement. Ouais, parce qu'on est tous amateurs de manga ici. Tancred Barthélemy, de retour, après l'émission dernière, Et oui. qui vient nous parler d'une BD événement. Pas du tout. Pas une BD événement, Non. mais d'un d'un mec toujours dans l'optique chronique histoire, concentré sur une personne en particulier de ce 20e siècle. Eh oui, un général encore. Oui. Parfait. Lequel Même On a un un nom maréchal. Ah bah attends, on va l'avoir tout à l'heure. Ah, Vous tout à l'heure. allez Bon, bientôt d'accord. le Sois savoir. patient. Non. Petit impatient. Et du coup, bon bah je pense, vous avez du coup en tête les trois chroniques qu'on va avoir aujourd'hui, et on va commencer tout de suite avec la mienne, parce que j'aime bien, j'adore parler, voilà. Donc, Du jingle, favoritisme. jingle, et c'est parti. Parlons de jeux vidéo. De design, de gameplay, de narration. Donc aujourd'hui, Hugo va nous parler d'un nouveau jeu vidéo. Ah, nouveau, je sais pas. Enfin, aujourd'hui, je suis très content déjà, parce que je vais vous parler de ma série de jeux préférés. Hein, les jeux qui me plaisent le plus, que j'adore vraiment, j'en parle tout le temps à mes amis, ils en ont marre de moi. Les Shin Megami Tensei Persona. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une persona? Bah déjà, une persona, c'est le masque social que tu portes pour cacher les faces de ta personnalité que tu n'aimes pas aux autres. Déjà, ça c'est cool. Mais maintenant, un Persona, c'est l'un des 6 jeux sortis entre 1997 et 2017, et spin-off de la série des Shin Megami Tensei. Je m'aventurerai pas à vous expliquer ce que c'est que Shin Megami Tensei. De 1, parce que j'y connais rien. De 2, parce que c'est ultra complexe et ça prendrait bien 30 minutes. Et de 3, parce qu'en vrai, on s'en fout. Les personnages sont développés par Atlus, connu essentiellement pour ça, et pour Catherine, un autre jeu qui a assez bien marché, mais on va pas perdre de temps, on n'est pas là pour ça. On va séparer la série en deux. Persona 1 et 2, qui forment les 3 premiers jeux de la série. Ça dérange personne, c'est pas grave. C'est Pourquoi un peu. Bah. C'est parce qu'il y a deux Persona 2. Il y a Persona 2 Innocent Sin, c'est je sais plus l'autre. Ah. Mais de toute façon, on s'en fout des 3 premiers jeux de la série. Ils sont pas méga intéressants, ils ont pas mal vieilli et ils sont super durs. Si on se rappelle qu'ils existent, c'est déjà bien. Les vrais jeux, on va dire, qui ont fait la répute de la série, commencent à partir du 3. Je vais commencer par vous expliquer le plot, le scénario des 3 derniers jeux avant de vraiment vous les expliquer en profondeur. Et avant de m'attaquer au scénario, faut déjà se dire que tous les jeux de la série, tous les spin-offs, tous les dérivés du style animé sont canons. Sauf un, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que dans le même univers, enfin tous les jeux se passent dans le même univers et ils existent tous. Tous les personnages existent dans le même univers, machin. C'est-à-dire que dans l'univers où ils sont tous amis et ils sauvent des gens, ils se foutent sur la gueule à un moment où ils sont téléportés dans une dimension parallèle où ils combattent des démons en dansant. Ça fait sens. ça Faut le existe. faire. Enfin bref. Dans Persona 3, vous êtes un étudiant qui déménage et qui, en arrivant dans son nouveau lycée, découvre que tous les soirs, à minuit, le temps s'arrête pendant 1 heure et des monstres, appelés Shadows, foutent la merde en ville. Et accessoirement, le lycée se transforme en une tour gigantesque. Et la lune est verte. Donc les autres gens du dortoir, qui sont eux aussi sensibles à cette 25e heure, vous allez combattre les Shadows, machin, sauver le monde, bref. Persona 4, vous êtes diantre, un étudiant qui déménage dans un trou paumé. Et, dès votre arrivée, une série de meurtres assez énigmatiques vont commencer à se produire jusqu'à ce que vous découvrez qu'ils sont étrangement reliés à un monde étrange caché à l'intérieur de la télé. Vous irez donc sauver les personnes tombées, entre guillemets, dans le monde de la télé et vous chercherez le coupable de tout ça. Persona 5, incroyable, vous êtes un étudiant qui déménage. Non. C'est bah oui. impressionnant, on y aurait pas cru. Non mais tous les personnages commencent par tu déménages dans une nouvelle ville et tu ne connais personne. Enfin bref. C'est un plot magnifique, tu n'as bah, rien à redire. C'est une bonne façon d'introduire les personnages. Hein, bref. Sauf que cette fois, vous avez un casier judiciaire, ce qui est pas cool. Et une étrange application se télécharge toute seule sur votre portable. Cette dite application s'avère être un navigateur permettant
accrochez-vous, de voyager dans le monde cognitif des personnes dont les désirs ont été distordus ou corrompus, on va dire, c'est pour mieux comprendre, afin de leur faire avouer leurs crimes. Tout le monde comprend, ça va? Oui. Oui, ça va, ça va. Vous allez donc former avec vos autres potes parias de la société les Phantom Thieves et montrer au monde la corruption cachée derrière les illusions. Cool, non? Voilà les bases scénaristiques des 3 derniers jeux. Ces scénarios, bien plus complexes que ça en vérité, servent en réalité à parler de phénomènes sociologiques. L'acceptation de la mort pour Persona 3, l'acceptation de soi et des autres pour Persona 4, les personas basiquement, pour pur et dur, et l'image sociale que l'on a de soi et celle que l'on renvoie pour Persona 5. L'histoire est servie par une écriture extraordinaire qui donne réellement vie au personnage. Et ça tombe bien, parce que Persona parle beaucoup. Les jeux durent plus d'une centaine d'heures. Vous avez plutôt intérêt à aimer lire et à savoir être patient de temps en temps pour laisser le scénario parler. Donc une fois que vous avez laissé le scénario parler, vous allez pouvoir jouer. Ou peut-être pas en fait. Le jeu s'apparaît en 2 phases. Les phases de vie quotidienne et les phases de donjon. La première phase s'apparente plus à un visual novel, c'est pour ça que je disais que vous jouerez peut-être pas. Vous allez faire passer les jours à faire votre vie de lycéen avec 2 objectifs en tête. D'abord, améliorer vos social qualities, qui vont vous permettre de parler à de nouvelles personnes, apprendre de nouvelles choses, nanani, nanana. C'est le courage, l'intelligence, la gentillesse, ce genre de bêtises, quoi. Le deuxième objectif qui est bien plus intéressant, c'est augmenter ses social links. J'ai du mal à parler. C'est liens avec les différents personnages du jeu. L'intérêt de passer du temps avec les personnages, c'est que, déjà c'est sympa, parce que c'est toujours aussi bien écrit, et ensuite parce que chaque personnage est relié à une arcane majeure du tarot, genre l'empereur, la fortune, la lune, nana. Chaque rang passé avec un confident te donne différents avantages qui vous aidera pendant les phases de donjon. Les phases de donjon diffèrent un peu d'un jeu à l'autre. Dans Persona 3, on explore la tour qui remplace le lycée pour... je sais pas trop. Mais on doit le faire pour atteindre les boss de Tonton Dasson, donc vous avez pas le choix. Dans Persona 4, on doit simplement retrouver la personne qui est tombée dans le monde de la télé, à travers son donjon qui diffère selon la personne qu'on doit sauver. Le donjon diffère parce qu'en fait c'est la persona, mais dans le sens psychologique du terme, qui s'est matérialisée et qui se crée un monde en fait dans la télé. Je vais vous prendre un exemple pour que ça soit plus clair. On va prendre l'exemple de Yukiko. C'est une jeune fille qui travaille dans une auberge, et qui est plutôt discrète. Et quand elle se fait enlever, sa persona dans la télé est une princesse qui, en fait, pense que elle veut être libérée, être sauvée par un prince parce qu'elle veut pas se sortir les doigts du cul pour sortir de cette situation parce qu'elle a pas envie de reprendre son auberge, en fait. L'auberge de sa famille. D'accord. Et donc sa persona, c'est le fait d'être complètement dépendante, de vouloir à tout prix tout lâcher parce qu'en fait elle s'en bat les couilles. Et c'est la phase que le personnage refuse d'admettre. C'est ça une persona. D'accord. Et donc vu que là la persona se retrouve être une princesse parce qu'il faut aller la sauver, et le donjon est un château. Ah. D'accord. Logique. Donc, oui, c'est logique et puis Alors j'ai une autre question. Si on reprend le Persona 4, c'est bien ça avec les personnages piégés dans la télé. Ouais. Ça veut dire que chaque personne qui ont été enlevées ont leur propre univers et que les héros doivent sauver une personne dans son propre monde, c'est ça? Dans son propre monde, dans le monde de la télé ou dans le monde... Dans le monde de la télé, par exemple, la fille avec le château, par exemple, et peut-être une autre personne qui, dans un autre univers, est en lien, en fait. Genre, quand elle tombe dans le monde de la télé, son Shadows... Enfin, oubliez ce que j'ai dit. Sa persona va se séparer d'elle et la prendre en otage, on va dire. Ah, d'accord. Et si tu le fais pas... Enfin, si tu la sauves pas avant le temps admis, elle meurt et game over. Ah oui. Ah oui. La tour et les donjons de Persona 4 sont assez chiants en vérité, mais le système permet de faire passer la pilule. Ces phases sont assimilables à un JRPG. Ça se passe donc en combat en tour par tour. Durant ces combats, on va donc se battre contre les Shadows. Chacun d'entre eux a des faiblesses et résistances, comme Pokémon. Exception faite que, hormis vous, les personnages n'ont qu'une seule persona, donc qu'un seul Pokémon, et que toucher la faiblesse d'une persona la déséquilibre. Et une fois que tous les shadows adverses sont déséquilibrés, je suis désolé, j'ai du mal à faire la distinction entre les deux. On combat les shadows avec sa persona, mais la persona... Oh, je vous perds là, je suis sûr. Non, vas-y, allez, continue ta phrase. Pause et tu reprends. On combat les shadows avec des Pokémon. Voilà.
Une fois que tous les shadows adverses sont déséquilibrés, on peut déclencher une all-out attaque qui est super classe et qui fait bien mal. C'est tout ce qui fait qu'on s'amuse en fait. C'est simplement trouver les faiblesses pour les faire tomber, pour leur poutrer la tronche. C'est une forme de coup final en fait. Oui, ouais. D'accord. Ça marche pas toujours évidemment parce qu'il y en a Ah bon ça fait un truc genre 7 fois les dégâts normaux d'un personnage. Et du coup, y a moyen qu'il survit. Hein. Par exemple, un boss, voilà, tu le one-shot pas le boss. Quoi. Dans Persona 5, les donjons sont un peu différents. Déjà, ils sont plus générés aléatoirement. Donc ils sont moins chiants. Et ensuite, il y a des véritables objectifs à l'intérieur des donjons. Chaque donjon est la représentation que le bad guy a d'un certain lieu. Par exemple, le professeur qui sert de sa notoriété pour agresser des élèves se voit comme un roi dans le lycée. Donc, son donjon, c'est un château. Il se voit comme le roi, il est dans son château. Voilà. Oui. D'accord. C'est pour ça que c'est le monde cognitif, c'est comment lui il se voit dans sa tête, donc c'est comme ça. Voilà. Et le but final de chaque palace, parce qu'on appelle ça des palaces, est de voler le trésor, le bien à l'origine des désirs corrompus du méchant. Et j'ai une question. Et du coup, ça fait quoi quand on vole le trésor ? Eh ben, en fait, on va dire que le trésor est le cœur du donjon. Quand tu le renlèves, donc quand tu le prends, le donjon devient instable et il se détruit en fait. D'accord. Et dit quand on détruit l'image mentale qu'une personne a d'un lieu. Ouais. Si tu détruis le roi d'un château, le château d'un roi. Le château d'un roi, le roi n'est plus roi. Mais du coup, je veux dire, est-ce que ça a des répercussions sur le monde réel ou ? Bah, ils deviennent gentils parce que du coup, vu qu'ils sont plus les gros, les mecs imposants qui pensaient être, et ben ils se rendent compte qu'ils ont été des grosses sales races et ils avouent. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Oh, ça a l'air d'être un bon jeu. Ah oui. Ah bah Persona 5, j'ai un peu plus tard. Complexe. C'est complexe mais c'est trop bien. Ouais. Les palaces sont donc réellement intéressantes par le fait qu'il y ait une histoire dans chacun d'eux et qu'il y ait des vraies idées de level design plutôt que de tout laisser le boulot à un générateur de donjons aléatoires. Et qu'est-ce qui fait le lien entre ces deux phases, vous allez me demander ? Vous me demandez ça, n'est-ce pas ? Bah déjà il y a l'histoire et il y a aussi le délire des arcanes que je vous disais tout à l'heure. Les arcanes. C'est parce que chacun de tes Pokémon est relié à une arcane. Par exemple, ici on va prendre l'ermite. Et chacun de tes confidents, donc les social links, les personnages à qui tu parles, sont reliés à une arcane. Donc en fait, plus tu parles à un personnage, plus son arcane va monter, et plus les Pokémon de cette arcane vont être forts. D'accord. C'est clair, c'est bon ? Oui, ça c'est clair. Nickel. Parce que c'est dur à expliquer comme ça. Hein. Une fois sur deux, tu te foires. Bref. Continue. Je sais que je raconte plein de trucs qui ont l'air chelous, mais une fois dans le jeu, en fait, ça fait assez vite sens. C'est le mélange de ces deux phases qui fait l'originalité de Persona. Malgré tout, les Persona est une série relativement discrète. Elle est connue dans le cercle d'initiés, on va dire. On tombe généralement dessus par hasard. Puis soit on accroche et on est un peu curieux donc on continue, soit on lâche un petit meh, puis on va voir autre chose. Cependant, Persona 5 est quand même réussi à faire parler de lui. Notamment parce que certains magazines, certains sites le plaçaient en tant que jeu de l'année ou bien dans leur podium. Ce qui fonctionne bien pour faire parler de soi. Hein. Il y a aussi le fait qu'il a fait parler de lui par Twitter, étrangement. À sa sortie, il y a eu pas mal de montages avec les gens qui se mettaient l'interface de combat sur des photos marrantes. Je vous parle de ça parce que la direction artistique de Persona 5 est incroyable. Tout le jeu est dans des teintes noires, rouges et blanches, et tous les menus sont accompagnés d'un mouvement de caméra, d'effets, de dessin, qui rendent le simple fait d'ouvrir le menu avec Start un truc méga stylé. On en arrive au point où on ouvre le menu pour voir l'animation, on ouvre le menu. C'est n'importe quoi. Et tout est comme ça. Les transitions, les écrans de chargement, les magasins, c'est vraiment un boulot de dingue qui a été réalisé sur la direction artistique de ce Persona. Et c'est bien parce que ça se ressent en jeu que ça a été bossé et que c'est classe, quoi. Ça te laisse un souvenir. La direction artistique me permet de rebondir sur un aspect exceptionnel du jeu de Persona en général. Un aspect que vous devriez comprendre assez vite en me connaissant. Les musiques et l'ambiance sonore de Persona. Bien sûr. Encore. Venant de toi. Si je dis pas de bêtises, Shoji Meguro s'est occupé de la musique de tous les Persona à ce jour. Et cet homme est un génie. Les musiques de Persona sont assez atypiques, faut pas se mentir, c'est à 70% composé de J-pop et de J-rock, mais ça marche tellement bien. Oh lolo.
Déjà, la patte musicale de Meguro se retrouve dans chacune de ses musiques, donc quand on les entend en jeu, ça fait vraiment une continuité, mais pourtant, toutes les musiques se différencient vraiment. On sait qu'on n'écoute pas la même musique, mais ça fait sens, quoi. Et même quand on regarde les musiques de Persona 3, les musiques de Persona 4 et les musiques de Persona 5, elles fonctionnent toutes ensemble, mais on voit quand même une évolution. C'est trop bien, j'adore. Mais les musiques savent se faire discrètes quand elles servent qu'à l'ambiance générale et savent s'imposer pour faire germer des émotions et des ressentis forts pendant les moments importants. C'est d'ailleurs un fait un peu triste parce qu'on a tendance à plus faire gaffe aux musiques d'ambiance au fil du jeu. Surtout dans Persona 5, alors qu'elles sont incroyables. Le meilleur exemple reste Beneath the Mask, un des thèmes de nuit de Persona 5 qu'on oublie parce que on l'entend super souvent et que généralement on se dit tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma soirée. Alors que c'est Beneath the Mask qui est un bijou réellement. Je vous fais écouter un extrait. Searching all along, confessing while unknown and on, without the clue, without a sign, without grasping it. The real question to be asked: where have I been? I'm a sharpshooter at Post Masquerade, hiding both face and mind, all free for you to draw. I'm a sharpshooter, what else should I be? Please don't take off my mask, revealing dark. Ah, c'est tellement doux et relaxant. J'adore cette musique. Alors qu'à l'inverse, Shoji Meguro peut nous sortir des thèmes de boss avec des guitares électriques du futur. Deuxième exemple, Blooming Villain. C'est bizarrement moins doux, non, hein? Bon, enfin, ça ne tiendrait qu'à moi, je vous ferais écouter les 3 heures d'OST de la série, mais ça serait peut-être de l'abus. Je pourrais continuer de vous parler de Persona pendant encore longtemps, mais je suis censé laisser la parole aux autres aussi. Sur ce, j'espère vous avoir intéressé avec ce que j'ai dit, ou au moins vous avoir passionné avec ces musiques de dingue. Et sur ce, je laisse la parole aux autres. Oui. Alors, j'avais une question en plus sur Persona, parce que tu as l'air d'en parler beaucoup. Et j'aimerais... Et avec passion. Et avec passion. Et j'aimerais savoir à combien de jeux est-ce que tu as eu le temps de jouer Alors, j'ai joué à Persona 3 en entier, ce qui fait 90 heures. J'ai regardé le let's play de Persona 5 en entier, j'ai pas pu y jouer, j'ai pas de PS4, donc ça fait 130 heures. Et tu as regardé 130 heures. Oui, et attends, Persona 4, j'ai regardé le let's play qui fait 100 heures aussi, et oulala. Je l'ai téléchargé
Cette semaine, du coup, j'y ai déjà joué encore 10 heures et je vais recommencer tout à fait. Tu vas recommencer l'aventure de Santa. Oui. Mais c'est pas... Parce que t'as dit que parfois ça se ressemblait beaucoup au visual novel. Et du coup, est-ce que c'est c'est plus agréable à regarder un gars qui fait un let's play plutôt qu'un autre jeu? Parce que généralement, moi je sais que les let's play, pour moi c'est un peu chiant à regarder comme ça non-stop. Tu loupes pas grand-chose si tu y joues pas toi, sauf pour Persona 5, parce que Persona 5, en fait, pour passer ton temps dans la vie quotidienne, donc qui ressemble à un visual novel, t'as des milliards de trucs à faire. Tu feras jamais tout ce qu'il y a à faire dans Persona 5. Ça peut paraître con. Parce que, en fait, pour augmenter tes social qualities, pour gagner des nouveaux objets ou pour parler à de nouveaux personnages, t'as plein d'options. C'est-à-dire que rien que dans ton petit quartier, il y en a environ 6. Tu peux aller augmenter ton courage en allant jouer au baseball. Tu peux aller au bain pour augmenter ton taux de séduction. Tu peux aller laver tes vêtements pour avoir des nouveaux équipements. Oui. Tu peux parler avec les personnages, tu peux faire du café, tu peux faire du curry, tu peux étudier, tu peux lire un livre, tu peux jouer aux jeux vidéo, tu peux aller sur le magasin en ligne, tu peux regarder la télé. Attends, et ça si tu comptes uniquement nous faire dans ta chambre. Si tu comptes nous faire encore les 1000 exemples, on est mal barré. Alors ça fait un peu une simulation de vie normale, on dirait. Ouais, mais c'est mieux parce que là, tu peux devenir un fantôme tif et devenir un héros et tout, et puis le personnage il est trop classe, et puis il y a de la bonne musique et les personnages sont... Bref, je pense qu'on a compris. J'avais une autre question. Ce genre de gameplay ressemble beaucoup à un autre jeu. Bon, je sais que pour beaucoup de gens ça va faire polémique en disant oh c'est pas pareil, c'est Yandere Simulator. Oh lolo. De quoi que tu causes, toi? Ce que je veux dire, c'est que l'histoire des dans Yandere Simulator, par exemple, on ne peut pas augmenter toutes les habilités. Par exemple, on n'aura pas le temps et on doit vite essayer d'en augmenter une catégorie, par exemple. Ouais. Et j'ai une question. Est-ce que pour Persona 5, c'est la même chose? Est-ce qu'on ne peut pas tous les augmenter? On peut tout faire, d'accord. Généralement, c'est même rare qu'on n'arrive pas à la fin du jeu en ayant toutes les social qualities au fond. Et il te manque généralement 2 ou 3 social links. Ah si oui, tu te débrouilles bien. Après, si t'es un connard et que tu vas tous les jours prendre un bain, bon... Je vois. D'autres questions ou on passe à la chronique histoire de Tancred? Non. Mais en tout cas, moi, Persona, c'est un sujet qu'on m'a déjà plusieurs fois présenté en me disant wow, c'est un jeu très très bien. Par exemple, avec Hugo qui m'en a parlé plus d'une fois. Je fais très bien la promotion. Et franchement, ça me donne vraiment envie. J'aime beaucoup la manière dont en parle Hugo et c'est un jeu qui m'intéresse. Le problème, c'est qu'il sort que sur très peu de plateformes. Par exemple, Persona 5 sur PS4. Alors moi, je l'ai pas, évidemment. Personne ne l'a. C'est bête. Non, mais voilà, les Persona 3 et 4 c'est très facile de les avoir parce qu'ils sont sur PS2 et PS2 c'est facile à avoir en émulant, tout simplement. Ah, je vois. Bon, écoutez, puisqu'on a fini avec le jeu vidéal, passons à l'histoire, voulez-vous? Oui. Du coup, jingle. Alors, Tancred, tu nous parles d'histoire, tu nous reparles d'un général, de quoi? On avait dit que c'est un maréchal. Ah oui, mais il a été maréchal à titre posthume. J'en parlerai à la fin. Alors, aujourd'hui, on quitte donc la Birmanie pour se retrouver dans notre bonne vieille France. Je vais parler aujourd'hui du général Delattre de Tassigny. C'est son nom de famille, ça. Oui. Alors... Ah, il a un prénom encore. Oui, et même... donc en fait, il vient d'un milieu à moitié aristocratique et à moitié républicain. Donc en fait, tout commence quand Anne-Louise Hainaut épouse Roger Delattre de Tassigny, qui donne naissance en 1889 à Jean-Joseph Marie Gabriel Delattre de Tassigny, qui est leur unique fils. Oui. Alors, quand je disais qu'il avait à la fois des ascendances républicaines et royalistes, parce que pour cela on remonte à la Révolution française, où François Hainaut, un républicain, épouse Marie-Rosalie Duchesne, qui elle est une royaliste qui allait monter à la guillotine. Du coup, alors pourquoi je prends le temps de vous dire cela? Parce que cette double influence va beaucoup marquer Jean Delattre de Tassigny, qui reviendra d'une famille assez traditionnaliste, mais gardera un esprit assez ouvert qui choquera beaucoup de ses contemporains.
Donc, il naît dans un petit village de Mouilleron-en-Parède, que vous devez certainement connaître, car il abritait aussi un autre grand personnage, qui est Georges Clémenceau. Ah ouais. J'espère que ça dit. Oui. C'est un village qui a la classe, Mais quoi. qui était pas très aimé des Hainaut et des Tassigny. Alors, il passe son enfance en Vendée, notamment par son grand-père, Jules Florent Hainaut, qui est lui un bon royaliste convaincu, et qui lui raconte les victoires des armées monarchistes contre les Bleus pendant la Révolution française. Ensuite, il entre en octobre 1898 au collège Saint-Joseph de Poitiers, mené par des jésuites, donc toujours dans l'esprit traditionnaliste, où il mène une vie austère, studieuse, où il a un caractère affirmé, mais à la fois moqueur et gai, et avec une pointe d'ambition, puisqu'il veut entrer à l'école navale. Et du coup, il va au collège de l'Immaculée Conception à Paris pour préparer cette école. Mais en 1106, à cause d'une paratypoïde, une maladie, il ne peut pas se présenter à l'oral et elle atteint la limite d'âge. Du coup, il va présenter Saint-Cyr, la fameuse école des officiers, je sais pas si c'est dit à tout le monde. Donc il va aller à Ginette pour préparer les concours. Et donc, comme le veut la tradition, il va passer 1 an comme simple soldat dans le 29e Dragon. C'est un nom d'un régiment. Enfin, Le 25e. On dirait un nom de film de kung-fu. non, mais les dragons, c'était une unité de l'armée à cheval. Donc, Le dragon, le si cheval, quelqu'un... La même C'est chose. génial. Personne. Voilà, donc il passe comme simple soldat avec en essayant des corvées, laissant des chevaux et plusieurs brimades de ses camarades. Il a néanmoins de très bonnes notes et obtient la remarque esprit brillant mais un peu artiste. Et il fait partie de la promotion Mauritanie. En 1912, du coup, il sort de Saumur avec cette appréciation un peu bizarre. Tempérament d'artiste qui peut très bien faire s'il oriente ses aptitudes vers le métier militaire. Il va ensuite intégrer le 12e Dragon avec le grade de lieutenant. Il applique le rôle, ce qu'on appelle le rôle social de l'officier, instauré par Lyautey, qui est en fait de veiller sur ces hommes, de prendre soin de leur tenue, de leur hygiène, mais aussi de leurs loisirs. Oui, c'est leur chef, quoi. Voilà, c'est leur chef, mais qui prend soin d'eux. Ensuite, Leur daron. le 2 août C'est 1914, bien. comme vous savez, la Première Guerre mondiale éclate. Donc, le lieutenant de Latte d'Assigny est utilisé pour des missions de reconnaissance, où il se fait remarquer par son sérieux, sa rigueur, et à la fois son allant. Il participe à la bataille de Lorraine sous les lords de Castelnau. Et le 10 septembre 1914, le peloton mené par lui se retrouve face à des cuirassiers bavarois. Donc il est fait charger à la lance, parce qu'ils avaient encore des lances, sur ces cuirassiers. Il tue 2 Allemands au sabre, mais prend une lance en pleine poitrine. Donc les deux dragons, donc les 2 soldats arrivent à retirer la pointe. Et qui dépose Jean de Latte de Dassigny, qu'on va appeler JLT pour des raisons pratiques, Oui. dans un village proche de Montauville. Le lendemain, il est amené à Pont-à-Mousson pour se faire soigner. Attends, il a attaqué des En fait, c'est cavaliers cuirassés Ah, en avec fait- des lances. En fait, c'est ce que l'origine, c'est cette unité, donc les dragons, le dragon, c'est proche des cuirassiers. Ils avaient, c'était au début du XXe siècle, donc ils avaient encore des lances. Mais après, Mais Là, ça on est marche en- la lance contre Mais, la cuirasse. les cuirassiers avaient aussi des lances, je veux tout savoir. Mais Non, après, mais c'est c'est ça, pas on- très on- efficace les lances contre les cuirassés. Alors cuirassier, c'est aussi une unité à cheval. oui, mais le problème c'est que les lances c'est peut-être pas très efficace contre les cuirassiers. Quand on dit cuirassier, Je Cuirassier, pense à la c'est cuirasse en métal. oui, parce qu'il y avait ça, mais les cuirassiers, c'est une unité, ils avaient pas forcément de cuirasse. Ah, Et d'accord. puis même avec l'élan du cheval, je peux t'assurer que la Ça lance rentre quand même. va s'en passer. Donc bref, il s'est soigné à Pont-à-Mousson. Le lendemain, un lieutenant va le chercher. Alors après, il arrive en fait en même temps que des Allemands. Heureusement, il est plus rapide et parvient donc à libérer un autre lieutenant. Donc après, et il se fait
Et le 20 décembre 1914, il reçoit la Légion d'honneur à seulement 25 ans. Ensuite, C'est un fait d'armes quand même assez incroyable. Eh oui. Il ne doit pas y en avoir beaucoup des gens avec la Légion d'honneur aussi jeunes, non? Aussi jeune, je ne sais pas. Mais il a eu pas mal aussi de titres assez jeunes, hein, vous allez le voir. Ouais, il a Donc- brillé dans sa jeunesse, quoi. Voilà. Oui. Et pas que. Donc après, là, on entre dans la phase de la guerre de tranchées. Donc fini la guerre des mouvements. Donc il combat à pied, bien que ça soit une unité à cheval, dans les tranchées. En même temps, un cheval dans un tranché. Dans Oui, une ce tranchée, n'est ça pas très rentre, efficace. Pas bien. On est assez d'accord. Donc il partage, il vit avec ses troupes dans les tranchées et partage leur misère. Mais fin 1915, il décide de passer dans l'infanterie, qui a été décimée et juge comme devoir de décorer de les rejoindre. Et notamment le 93e régiment d'infanterie, qui est composé de Vendéens, donc il se sent chez lui. C'est bien. Donc il impressionne de nombreux soldats par son autorité, ses exigences vis-à-vis d'eux mais aussi de lui-même, mais aussi sa compréhension, notamment il exige un repas chaud et du vin servi pour ses soldats. Donc il participe, donc lui et le 93e régiment d'infanterie, à la bataille de Verdun, où après il va avoir le grade de capitaine, et aussi au chemin des dames, donc cette fois-ci en janvier 1917. Deux batailles assez meurtrières, la Grande Guerre, je ne vous apprends rien. Ouais. Aussi, il participe à la prise du tunnel de Cerny, presque où il interroge des officiers, ou tout simplement, s'ils refusent de parler, ils les envoient dehors sous les obus. Ils ont intérêt à parler. Nice. Voilà, c'est ça. Donc, fin décembre 1917, il termine affecté à l'état-major de la 21e division. Il est affecté au deuxième bureau, la carte blanche pour se déplacer et recueillir des informations. Pendant ce temps, un autre gars de Mouilleron-Parède devient président du conseil. Donc c'est notamment Georges Clémenceau, et qui forme un gouvernement voué à la poursuite de la guerre jusqu'à la victoire. Et en mars 1918, l'Allemagne envoie une offensive entre l'Aisne et la Marne, où la 21e division est quasiment anéantie. Ensuite, on arrive au 11 novembre 1918, l'armistice est signé, la guerre est finie. Il a 29 ans, il la termine avec 8 citations, 4 blessures, et la croix d'officier de la Légion d'honneur. Et avec la note de ses chefs, fera un remarquable chef de bataillon, qui deviendra par la suite. Donc ensuite, après, donc pendant l'entre-deux-guerres, donc il est nommé à Bordeaux, avec la section franco-américaine du 19e régiment, où il est chargé d'organiser les loisirs, où il fait de grandes réceptions avec beaucoup de phases comme il aime, avec le sens de la fête à la française. On voit les influences traditionnelles. Voilà, tout à fait. C'est là qu'on les retrouve. Voilà, ensuite, fin 1919, il rejoint le 49e régiment d'infanterie à Bayonne. Il est précédé d'une flatteuse réputation qui vaut autant d'amis que d'ennemis. Il a plusieurs loisirs comme l'équipe de chasse au renard de Bayonne, ou alors il aime bien sauter par-dessus des bancs à cheval, ou alors faire de la moto avec le capitaine Sintra avec de gros Indias à 500 cm3, pour ceux qui s'y connaissent. Donc cela lui vaut aussi le surnom du bellâtre de Tassigny. Je sais pas ce que c'est qu'un bellâtre, je suis Petit désolé. surnom pas piqué des hannetons. Mais qu'est-ce que c'est qu'un bellâtre du coup? Un bellâtre, c'est quelqu'un, il y a l'étymologie beau, donc quelqu'un qui... Ouais. C'est compliqué à résumer. C'est un mec qui s'amuse. Voilà, un bellâtre. J'irai chercher sur... Ouais, tu sur comprends le ça au dictionnaire. montage, parce que là, c'est pas très crédible. Enfin bref. Bon, continue. Ensuite, il demande son affectation au Maroc, et son colonel, donc appuie ses décisions et fait cette remarque: aime l'action, mais tendance à négliger les détails du service qui lui paraissent superflus et se répand beaucoup au dehors. Voilà. Ouais, c'est un mec qui aimait faire dans l'originalité. Mais tout à fait. Ensuite, début novembre 1921, il a son affectation au Maroc.
qui est en pleine pacification, où le maréchal Lyautey, donc depuis Rabat, avec une équipe de civils et de militaires, s'efforce de pacifier toutes les tribus donc du Maroc, et notamment aussi de construire, de bâtir, de soigner au nom de la France. Donc il arrive, donc Jean de Lattre de Tassigny arrive au Maroc, il est tout de suite émerveillé par ce pays. Et après son entretien avec Lyautey, il est remarqué par un général Poème Miro, qui est un proche de Lyautey, et donc il le prend sous ses ordres, et il travaille en tant que chef du deuxième, troisième bureau, et se déplace souvent accompagné donc, de son général Poème Miro et du colonel Blanc. Il prend notamment part donc au combat, au Baroud, notamment avec les colonnes mobiles, donc un sortiment de soldats français et des suppléments marocains. Il fait notamment connaissance avec l'homme rouge, donc le capitaine de Bournazel, mais je sais pas si ça vous dit grand chose. On l'appelait l'homme rouge en raison de sa tunique rouge. Il faisait bien voir de loin. C'est sympa. Il n'hésite pas à se déplacer beaucoup, à aller notamment dans les avant-postes où à un moment il va rencontrer un chef de poste très isolé, le capitaine Guillaume, qui se méfie de cet élégant officier et qui lui crie dessus, qui demande des hommes, du matériel, et que personne ne lui répond. Il lui dit vous les aurez dans quelques jours. Et en effet, quelques jours plus tard, le capitaine Guillaume a tout ce qu'il lui faut, et donc il est satisfait. C'est le début d'une longue amitié. Donc il se fait remarquer de par son caractère, de par son intelligence, de par son sens du commandement, qui lui vaut donc à la de l'admiration et aussi de l'exaspération, il faut dire. Il est en effet capable de piquer de très fortes colères, avoir des mots très désagréables, voire humiliants, puis il se rattrape par des coups de charme. Donc il a autant de fidèles que d'adversaires. À un moment, il se balade au souk de Fès, où il est blessé au visage par un marchand de bonbons, je crois. Un marchand de bonbons ? Oui, un marchand de bonbons. Dans un souk. En fait, il a blessé. C'était l'ambiance, c'était une ambiance avec les tribus. L'ambiance, on se fout sur la gueule. Non, mais c'était l'ambiance du Maroc qui était en pleine pacification et tout. Et lui, comme c'était un officier, il avait beaucoup d'ennemis. Et du coup, il gardera une petite cicatrice sur la joue. Bien sympa. Ensuite, après la mort subite du colonel Poëmarous, il va voir le général Chambrin comme général, et il va notamment beaucoup travailler avec le capitaine Jouin, qui vont devenir deux grands amis, avec des chemins à la fois similaires mais différents. C'est pas la meilleure phrase que j'ai faite. Alors aussi, un grand événement avant de rentrer en France, c'est en juillet 1925, lors de la poche de Taza, alors que le colonel Cambé voulait abandonner cette position, JLT conseille, puis va mener une opération qui va permettre d'y rester, et c'est un franc succès. Donc ensuite, il est promu. Est-ce que tu as le nom de cette opération, peut-être ? Non. Non. Non, mais c'était la bataille de Msila. Enfin, M apostrophe Silla plus loin. Bref. Ensuite, il est promu commandant à seulement 37 ans. Et donc, il rentre en France et veut préparer l'école de guerre. Mais, en raison de son âge, il doit être accepté du premier coup. Et l'examen est dans 6 mois. Donc, il faut bosser dur. Il va notamment se fiancer avec Simone Callery de la Mazière. Il bosse dur. Il bosse dur, mais qui va l'épouser en 1927, où son témoin sera le capitaine Jouin. Et donc sa femme, Simone, va l'aider justement à préparer le concours. Du coup, il arrive major de la 49e promotion. Donc on peut dire qu'il a bien bossé. Oui. Et donc il a après nommé commandant du 2e bataillon du 5e régiment d'infanterie. Ça fait beaucoup de noms. Hein. Ouais. Il est ensuite promu lieutenant-colonel. Et il est nommé en 1933 chef du 2e bureau du cabinet du général Végan, un de ses supérieurs qui l'admirera. Seulement après, il va vivre seul avec Paris, parce qu'après la naissance de leur enfant, Bernard en 1928,
Simone doit passer plusieurs jours au sanatorium, donc il va notamment beaucoup la rejoindre. Mais il prépare également donc la guerre, parce qu'en 1833, vous savez, c'est Hitler qui arrive au pouvoir en Allemagne. Ça commence déjà à sentir la merde. Voilà, c'est Oui, ça. Donc c'est pas le bonjour. il reçoit donc au boulevard des Invalides plusieurs militaires et civils, que ce soit des politiciens, des journalistes, des écrivains, où il dit son ressenti, notamment il remarque le fait que le Troisième Reich se réarme ouvertement, et donc il faut être prêt. Cependant, le 6 février 1834, il y a les Ligues patriotes qui manifestent contre le gouvernement, où il y a des manifestations assez violentes. Et on a essayé de faire passer JLT pour un comploteur de l'Action française. Heureusement, il est blanchi par une commission d'enquête, mais il va en souffrir quand même de cette accusation. Et il va commencer à se détacher un peu de cette droite traditionnelle dont il est issu. Donc en 1835, il est nommé colonel, donc c'est le plus jeune colonel de l'armée de son époque, au 151e régiment d'infanterie. Ensuite, en 1838, le général Guitry lui remet la croix de commandeur de la Légion d'honneur. Encore une grosse décoration. Ensuite, le 23 mars 1939, donc la guerre est assez proche, il est nommé général de la brigade, donc il doit prendre le commandement de la 5e armée. Et donc il déplace notamment son poste de commandement, son PC à Wangenbourg, donc dans les Vosges. Il doit notamment, ensuite sous les ordres du général Bourré, qui lui est à l'opposé de JLT, puisqu'il est issu de la franc-maçonnerie et fils de gendarme. Mais malgré ça, ils réussissent à bien s'entendre. Donc ensuite, c'est comme vous le savez, c'est la drôle de guerre, où on ne se bat pas. Et comme JLT déteste l'inaction, il fait tout pour occuper ses hommes, il leur fait réparer, il fait travailler dans les fermes, dans les vignobles, il fait remarcher les usines, les ateliers, pour les occuper. Et donc il reçoit beaucoup de personnalités comme Albert Lebrun, le président de la République, qui sont tous admiratifs de son travail. Ensuite, le 2 janvier 1840, il prend le commandement de la 14e division d'infanterie. Suit l'hiver 39-40 qui est extrêmement rigoureux, où il y a quelques combats. Mais JLT pousse toujours ses hommes à l'action, n'hésite pas à les décorer ouvertement dans un village où il a fait mettre tous les pavillons français pour vraiment pousser à l'action. Mais après, malheureusement, donc la 4e armée, mais menée par Corap, est enfoncée. Et du coup, on envoie la 14e division d'infanterie envoyée dans le secteur de Rethel. Donc la bataille va durer 3 jours. Donc ils sont regroupés. La 14e division est regroupée derrière l'Aisne. Alors, j'ai une petite question. Tu avais dit tout à l'heure que JLT dirigeait la 5e. Oui, mais après, il prend il dirige la 5e. Puis après les événements, après la drôle de guerre, il prend le commandement de la 14e division d'infanterie. Ah, d'accord. Voilà. Donc la bataille de Rethel va durer 3 jours, où 3 fois les Allemands lancent une offensive et puis 3 fois ils sont repoussés. Un combat assez épique. Ils n'hésitent pas notamment à prendre plein d'initiatives comme réquisitionner des chars qui ne sont même pas à sa compagnie, sans en référer au général. Ça lui vaut pas mal d'ennemis quand même au détour. Mais malheureusement, le 19 mai, la 14e division d'infanterie doit se replier. Donc au passage, notamment avec toute cette retraite des armées, il récupère pas mal de soldats, du coup ça comble les pertes, et fait beaucoup de prisonniers allemands au passage. Ce que je te propose, Tancred, malheureusement, c'est qu'on va commencer à manquer de temps. Donc est-ce que tu penses venir nous refaire la suite la prochaine fois Ou... Ah bah oui, on peut le diviser par 2, je pense. Ouais, je pense, mais après, c'est ça le problème, c'est une chronique assez fat. Ah bah, ouais. Oui. Je sais pas, soit j'essaye de mieux préparer ça la semaine prochaine pour mieux bah là, synthétiser. c'est très...
c'est parce que beaucoup. tu as mis beaucoup de dates. Alors parfois ça peut être intéressant, surtout les gros événements. Et Mais parfois, là, il y a vaut peut-être mieux trop de petits Ouais, événements. mais je me demande si je ferais pas mieux genre de mieux synthétiser ça. Ouais. Parce Mais que, du enfin, coup, je après, vais être honnête, hein, mais bah, la semaine prochaine, c'est les vacances. Moi. oui, ah bah Ah oui. merde. Donc c'est c'est après Ouais. les vacances. Je vais être honnête, hein, mais tous les détails Je sur sais, je genre sais. machin. Parfois, il y a des moments qui sont un peu répétitifs. On a l'impression, par exemple, j'ai remarqué l'histoire de la 14e, la 5e, la 41e, je crois, armée. Il y a beaucoup de répétitions et parfois Ouais. ça. Bah, ce que Il y je a vais faire, moyen de répète, en fait. synthétiser le je tout, vais, quoi. ouais, je vais mieux préparer ça pour les vacances. Je vais tout synthétiser. Mais au après, moins- je veux dire, cet homme, il a eu une vie bien chargée, donc. Oui. Mais je pense que que, je ce même serait une synthétise- très bonne chose d'en parler parce que rien que le début, comme ça, je me suis dit. Ça, C'est un c'est personnage c'est que assez je épique. connaissais Et pas, encore là, voilà, on ça est m'a fait découvrir, ouais. début de la Seconde Guerre mondiale. Après, bon, bref. Ouais. Je m'excuse. Désolé de te Mais couper comme sinon- ça. Hein, mais... sinon- Non, t'as le mais choix, hein, tu tu as peux- raison de toute façon. Et puis, Non mais tu peux continuer sur cette lancée-là et essayer de faire juste une deuxième partie. Hein. Je pense que je vais faire ça pour un autre sujet de manga qui va bientôt sortir que je garde, mais Que- je vais rien noter de plus. Je vais vous le laisser découvrir je pense après les vacances. Ouais, c'est après les vacances. Sur ce, on passe à la prochaine chronique. Oui. La chronique d'Akila. Oui. Jingle. Alors. Hey Akila, qu'est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, alors c'est pas un manga du prix manga, par contre c'est un manga très connu pour 3 raisons. La première, sa fin géniale que beaucoup de gens ont parfois apprécié et n'ont pas apprécié. Mais qu'on Mais va que- pas parler aujourd'hui Justement parce qu'on que connaît sinon pas. ce serait du spoil. Alors pour beaucoup de gens qui ont déjà vu l'histoire, j'espère que vous n'allez pas spoiler vos amis, ce qui n'est franchement pas sympa. Tu pour sais la- que j'ai vu une super étude qui dit que en soi, les gens qui se font spoiler, ils apprécient mieux la fin. Enfin, mieux une œuvre Ah, que. Mais c'est pas pour une Bon, raison. c'est pas le sujet. oui. C'est Mais pas ça la raison pourrait être un pour bon sujet de discussion. On va Le peut-être faire ça. spoiler. Enfin bref. Enfin bref. Et donc en deuxième choix, c'est surtout son personnage principal, je pense que beaucoup de gens ont découvert très rapidement, qui est donc Koro Koro Sensei. Sensei. Voilà. Donc on parle de Un poulpe géant. Ah, mais du manga. Non, du manga. De Assassination Classroom. Oui. Ou en Avec mon japonais, merveilleux- un Satsukyoshitsu. Voilà. Merci. Monsieur Oui, parce que je l'ai lu Slapette. aussi en japonais, voilà. Bon, je peux Bon. rien. Mais donc, Assassination Classroom, comment le résumer? C'est très simple. On a un poulpe qui a besoin d'une année pour élever des élèves qui sont au collège, en 3e année ou en Voilà, 3e pour la 3e E. plupart des... 3e E, qui est donc la classe la plus faible au niveau des notes notes en physique ou en De sport, comportement comme vous même, voulez. Et comportement aussi. Et cette classe-là va être donc prise par Koro Sensei, un poulpe géant, très intelligent, Très rapide. très rapide évidemment, avec Très une mortel. petite vitesse assez rapide de match 20, ce qui n'est pas grand-chose. Pas pour, piqué des hannetons. Hein. Voilà. Et ensuite, on a donc le début d'une très grande aventure. Alors là, j'ai le tome Et, 16 avec moi, ouais. mais avec ce que je me rappelle du tome 1, par exemple, c'était « Bonjour, vous avez une année pour me tuer, sinon vous êtes tous morts parce que je ferai exploser la Terre. Et oui, Voilà. et aussi, Introduction. il a aussi fait exploser la Lune. » La Lune deux tiers, avant, je oui, c'est crois. vrai. Et du coup, alors... On a eu un croissant de lune magnifique voilà, en échange. donc, en fait, je crois les armées ont essayé de le tuer, mais ils ont pas réussi parce que... C'est il sûr que résiste aux quand la balles. personne se déplace à Il y a- match 20, c'est assez Il compliqué. y a hein. juste un seul matériel qui peut le tuer, donc on en fait des couteaux ou des balles. Oui. Et bizarrement, il veut que ça soit la classe, donc la 3e E. Des Qui a gros tué. nuls. Voilà, Oui. le gros nul. Alors je précise du collège le plus Moins Hardcore. sympa. On va pété, dire hardcore. hein. hardcore, bizarre, enfin dans ce que j'ai japonais. Enfin après, La mascotte est un Voilà. Et citron. donc, comment c'est ma chronique? après, enfin, vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est pas, c'est un manga vraiment, enfin, c'est vraiment un manga un peu Attention à ce que d'école. tu vas dire. Non, mais c'est un manga où le sujet c'est volontairement un peu n'importe quoi et D'accord. et Je suis on voit d'accord. que l'auteur s'est vraiment tapé un gros délire avec ça. Un poulpe prof. Oui, C'est c'est parti. justement, c'est pour ça que c'était Avec les franchement poulpes, les génial. Japonais, hein. Alors, je vais résumer un peu l'idée du collège, où est-ce qu'ils sont. Donc, c'est un collège, je vais pas citer le nom, parce qu'il est assez long, si je Kuniginoka. Oui, Kunegioka. C'est assez chiant. Mais bon, je vais pas le... Je vais Qui pas... c'est qui se rappelle du nom en japonais du lycée? Oui. Oh, ça va, hein. Bon, on a une classe... Par rapport à d'autres mangas où, par exemple, on va découvrir un personnage d'une classe, là, on va découvrir
tous les élèves de la classe. C'est pour ça qu'on va y avoir plusieurs tomes explicatifs où on va peut-être découvrir d'autres personnages qui étaient un peu restés dans le blanc sur le manga, et pourtant on va vraiment découvrir à la fin. Le dernier tome, c'est le tome 21, puisque la série est finie. En France, il n'est pas encore sorti. Il est bloqué au tome 17, 18 peut-être. Ah bon? Ouais. Oui. Et oui, c'est pas fini. Ça fait déjà 3 ans qu'Assassination Classroom au Japon, même peut-être 4 que c'est fini. Et ça vient enfin... l'adaptation d'animé, elle a été finie. Animé est fini, oui. La traduction française. Et il y a eu 2 donc, films entre deux. Oui. Il y a eu des films. Il y a eu 2 films, oui. Il y a eu un live action et il y a eu un autre film. Live action. Oui. Wow. Bon. C'est un film à On va part demander à entière. Je ne Maxime. donnerai pas mon avis sur les live action, sinon ça va être très long. Et donc, en gros, je vais reprendre puisque l'on m'a interrompu sur Assassination Classroom et l'école. Oh, c'est bon, ouais. Et donc là, on va découvrir toute la classe, on va y découvrir le passé de plusieurs personnages. Par exemple, il y aura le personnage de Kaluma, qui va être le personnage, on va dire, un peu violent, gangster, et pourtant qui a de très très bonnes notes. Et qui a Par les Kaluma, cheveux il entend karma. Ah oui, En tant que bon français de France. oui, Ça évidemment, ressemble à la ou française. Akabane si vous préférez. Voilà. Et donc le personnage un peu brut qui, il reste intelligent quand même, mais c'est vraiment par son comportement qu'il a été envoyé par cette classe. Et d'ailleurs, c'est le 01, c'est le tout premier de la classe. Ah oui, Oui, j'avais parce pas fait qu'il gaffe. y a une numérotation entre les élèves, Oui, mais et c'est je- pas parce c'est qu'il surtout s'appelle par les- Akabane. aussi par les noms de famille. Ouais, Mais c'est ouais. aussi lui le premier qui est arrivé dans cette classe, entre guillemets. Ah oui, on On l'apprend peut-être plus tard que là où j'en suis, moi. c'est ça, peut-être. En tout cas, si je peux peut-être te résumer, c'est lui qui a été le premier dans la classe E, entre guillemets, et c'est lui qui est resté au fur et à mesure. Ouais. Voilà. Ensuite, on va découvrir un autre personnage qui est aussi assez important dans la série, c'est Nagisa. Voilà. Personnage typique japonais. Alors, Il a un... Androgyne, timide, tout alors ça. Voilà. si je peux faire une remarque sur le personnage, Oui, j'ai vas-y. mis longtemps à savoir si c'était une fille ou un garçon. Eh ben, je vais réduire tes projets. Non, mais à je néant sais, et je tes sais, rêves. je sais, je C'est sais. un garçon. Oui, Même mais oui, s'il mais- a des, Je sais, il a je des sais. traits de fille. En fait, j'avais Signalé compris. par ses amis dans le tome 8. Oui, voilà. C'est pour ça, c'est genre, je lisais mon manga, j'avais compris que c'était un garçon, puis il y a un moment, ils arrivent et ils me foutent un doute de l'espace en mode, c'est une fille? Ou c'est un mec? Non, c'est un garçon, c'est un garçon. Alors, En plus, une fois, je je me sais suis pas. dit en fille. Ah, Puis, oui. je veux dire, quand il parle de lui au masculin, donc normalement, il n'y a pas C'était la le tome question. 8 aussi. Non, moi, je repère l'animé. Hein. Moi, j'ai lu tout le manga. Ouh. Mais j'ai acheté toute la série. C'est très rare que j'achète une série et ça a été l'une des seules. J'en ai acheté que 3 entières de série. Ouais, One bah, Piece, non, bon. c'est pas si long que ça. One Piece, T'as eu 600, les y a 600. pas- non, il y a Oh là là. 600 60. épisodes, mais pas. Ouais, 60, c'est pas mal. j'ai les 70 tomes pour l'instant. Assassination Classroom, j'ai les 20 tomes. Et J'en ai j'ai que 16. Que 15. et j'ai que commencé des petites séries derrière. Mais ça fait. Assassination Classroom fait partie des grosses séries que j'ai achetées. Et j'en suis plutôt content parce que j'ai bien fait de l'acheter. Au départ, moi non plus, je connaissais pas du tout. On a commencé à l'acheter avec ma sœur au tout début. Enfin, la série était finie, mais on a commencé à l'acheter. Nice. Je cherchais pas, c'est bizarre. Et bon, on a lu le tome 1, c'était marrant, le tome 2, le tome 3, et comme ma sœur avait acheté jusqu'au 7, on a lu le 7. Ah 4 jours plus tard, on avait commandé la suite, jusqu'au tome 21. 4 jours plus tard, c'était assez rapide quand même. Franchement, la série, elle vous plonge direct dedans. Premier personnage, on a le poulpe qu'il faut tuer. On va essayer toutes les manières de le faire. Ça peut aller de la plus tordue à la plus simple au monde. Et on a toujours ce personnage moqueur et riant de Koro Sensei. Il est très gentil. Et il est parfois très très méchant. C'est en Bah, fonction c'est du ta gueule, personnage. en fait. Ouais. Non, mais Et sa phrase préférée d'ailleurs, les tueurs, j'aime bien les nettoyer. Pour une raison inconnue. Il a le syndrome de vouloir tout nettoyer. Je ne me rappelle plus le nom du syndrome. Qui a C'est une un, idée? c'est un syndrome, ça? Oui, c'est un syndrome de toujours vouloir tout nettoyer. au propre. Oui. Ma mamie, elle est comme ça. Ah, on a un non. blanc. Ah. Chers téléspectateurs. Bon, passe. On va si vous retrouver. avez Elle est une maniaque, idée. elle est maniaque. Oui, voilà, maniaque. maniaque. Enfin, non, ouais, Si, on va mais garder il y a- maniaque, bref, c'est bien. c'est vrai. Voilà, il est maniaque de la propreté, au point de nettoyer un peu trop de choses. On peut passer d'une petite pelouse normalement à un missile nucléaire. Bon, on va rien dire, mais voilà, c'est comme ça, c'est le manga qui fait ça.
On va d'abord découvrir donc les personnages de base. On va avoir une autre fille par exemple qui s'appelle Kayano qu'on va découvrir en même temps que Nagisa et Akabane qu'on va découvrir un petit peu plus tard. Je crois que c'était au tome 3 par exemple. Oh. Si, je crois que c'était un peu plus tard. Ah Oh. non, pardon, peut-être au Tome tome 1, dès tome 1. dès le tome 1. Ah, peut-être. Oh, oui, Je me oui. rappelle On plus. découvre au du tout. début, c'est essentiel. Oui, Oui, on découvre au début. Voilà. Un jus de fraise en plus. Ah oui, c'est vrai. Et donc bah voilà, on va surtout découvrir le personnage de Nagisa, donc le personnage principal, héros et garçon timide avec des traits de fille, assez petit, Et en un fait, peu comme moi, mais en bon. fait, Qui a Ça un c'est rien, talent ça caché. compte pas. Non, alors justement la particularité de ce personnage, c'est qu'en fait dans ces classes, on a tous les personnages typés, le gars Le baston, bad boy. là, Le bad boy, le bad boy, on a Akabane, on a Terasaka, on T'as a les le deux. gars un peu pervers et tout. T'as des Ah oui, c'est classes, t'as vrai. le gars bon en chimie et tout. Et en fait, lui, c'est le mec le plus banal, le mec random. Bah, c'est le héros. Le C'est héros est Le banal. héros, Le héros qui est banal mais random. Et en fait, il est général, On on va va dire. découvrir en fait que assez tard que en fait justement son don, enfin sa spécialité entre guillemets, c'est justement en fait est lié à l'assassinat. Et je n'en dis pas plus. On va pas dire plus de détails parce que ça mais- peut spoiler beaucoup mais la justement, série. mais j'avais trouvé personne ne s'y attendait. De quoi? Donc ils sont bons en assassinat. Ouais, Ah mais non. non, mais justement, mais c'est pas genre enfin pas un truc genre il est genre C'est hyper pas, il est intelligent, très c'est bon, pas ça, c'est pas non. qu'il Oui. est très intelligent, c'est pas qu'il Il y a- est très fort, mais justement et moi C'est un j'avais mastermind. en fait j'avais aimé en fait cet aspect-là en fait. Il y a un autre personnage dans la série qui est... Attendez, je retrouve juste le nom vite fait. C'était Tokayada, qui est un autre personnage de la série. Alors là, Je je l'ai me souviens retrouvé même en plus. français. C'est la fille qui aime beaucoup les jeux vidéo. Celle qui est partée au Ouais. point d'aller Ah au jeu, oui. etc. Là, c'est un autre type d'assassinat, parce qu'elle est très forte aux jeux vidéo, FPS, etc. Et on peut voir directement un personnage qui est à fond dans le jeu vidéo, qui sait tout de suite où se placer pour pouvoir arriver pile sur un personnage ou les snipers. Et là, on a Nagisa qui est vraiment un autre type de personnage d'assassin en fait. Et c'est un assassin de rapidité en fait. C'est surtout par coup surprise. Ouais, c'est ça. En différent avec Akabane qui peut être des combats En fait- physiques durs. En fait parce que avec Terasaka. parce que qui est par exemple, très, il y très en a drôle, genre qui sont bons au sniper, il y en a qui sont bons au combat rapproché, il y en a qui sont bons sur pistolet et tout. Oui, Et en fait, voilà. mais lui, il a rien. En fait, il est banal à tous les points de vue. Et en fait, mais justement, et comme il est banal, mais en fait, il arrive comme toi, genre, enfin, du coup, en fait, il arrive à s'aufiler derrière les personnages et en fait, à les prendre par surprise sans qu'il se fasse remarquer, en fait. Mm. Et c'est, du coup, on a dit ce que c'était Oui. sa spécialité. Alors, en parlant des armes, justement, puisque tu en as parlé, les armes, justement, pour tuer Koro Sensei ne sont pas des simples couteaux. Les simples couteaux ne le blessent pas. Peuvent blesser les élèves, par exemple, mais ne blessent pas théoriquement le poulpe, vais-je dire. Parce que c'est un poulpe et je on peux aime dire bien les Koro poulpes Sensei. ici. Ça ressemble à un poulpe en tout cas. C'est un poulpe extraterrestre. Mais non, oui. C'est pas un poulpe, en fait. À chaque Mais fois, bon, Il est Bon, pas bref. extraterrestre. on va rien dire de plus, sinon ça va être du spoil à la série. Ouais. Voilà, on va s'arrêter là. Surtout que ça repose un peu tout là-dessus parce que. C'est vrai. Alors en fait, on se demande déjà parce qu'il dit si vous ne tuez pas avant la fin de l'année, je vais détruire la Terre. Mais après, on dit qu'il est quand même très proche de ses élèves. Et qu'il a sympa. pas Il dit envie, en mais fait. pourquoi il veut détruire la Terre, ce gars? Enfin, Eh il ben a justement, pas l'air d'avoir envie. il a pas l'air Et- d'avoir envie, mais il le peut. Et en même temps, C'est genre, vrai. il est très protecteur envers ses élèves. Voilà. Et c'est pour ça que, moi, je me suis toujours demandé, pourquoi ce gars-là, pourquoi Il a ce besoin gars- Bah, d'être c'est tué l'intrigue. pourquoi ce obligatoirement. couple veut détruire la Terre, et en fait, on va dire c'est un des points forts de. Voilà, du manga. c'est justement ce point d'aspect-là qui a vraiment beaucoup plu aux fans au tout début. Mm. Je l'ai découvert à l'école primaire la première fois. C'était Oh, un, ça date. oui, c'est vraiment. Ah oui, C'était- c'est si vieux que ça. Non, Oui, c'était- j'étais en 5e année, donc à peu près en C'était CM2, à peu près en France ou en CM2, CM1. Le délai Et- français. Oui, quoi. oui. Et en gros, il y avait un ami qui avait le tome 1. Alors, comme moi, j'avais un peu de mal à lire le japonais à cette époque-là. J'avais juste vu la première de couverture qui est vraiment le visage de Koro Sensei. Ce qui, au départ, je connaissais pas trop et franchement, j'aurais bien voulu le connaître à cette époque-là. Non, réellement, je suis très très déçue de ma part de ne pas avoir été intéressée parce que On dirait pour moi ce qu'il comment disait. j'ai commencé Dragon Ball. Mm. Dragon Ball, j'ai eu le dernier tome
Parce que je voulais l'offrir à un ami pour son anniversaire. Et je l'ai lu et je me suis dit, ça serait bien de voir tout ce qui se passe avant la toute fin. C'est un peu bizarre, mais bon. Ça m'est Enfin, jamais bref. arrivé, ça. Ça pourrait peut-être être Bah, c'est marrant, comme ça que j'ai commencé le peut-être manga en soi. Ah, d'accord. Eh ben, tu es bien fait. J'ai commencé Mais le manga par le dernier Assassination tome. Classroom, faut pas le commencer au dernier. Déjà Vaut mieux pour pas. 2 raisons, parce que le Le tome début est très 21, bien. le tome 21, c'est un tome hors série. Ah ouais La vraie fin finit au tome 20. Ah. Donc, au tome 20, on a la fin. Et ensuite, au tome 21, on a un explicatif, etc. Mais est-ce que c'est on le a un même petit délire retour. que pour Death Note où il y a 13 tomes mais que ça s'arrête au 12? Alors Oui, non, dans ce mais non, style-là. parce Alors, que, ça ressemble non, beaucoup. parce que le 13e tome en fait c'était un explicatif genre de tous les personnages, c'est qui avait parce que il y Ah avait ouais, mais beaucoup de techniquement, personnages c'est un et tome à la quand fin, même. à la fin de Death Note t'avais une petite histoire qu'avait fait l'auteur mais en annexe c'était pas dans le même univers, enfin c'était Mais- dans le même univers mais pas la même histoire. Enfin, Ça c'était- reste dans la même idée, mais l'application est différente. Ok. Voilà. Donc Bah, c'est vraiment, c'est pour ça que je le conseille justement. Alors, je vous dis pas de lire jusqu'au tome 20 et ensuite le tome 21. Je vous dis vraiment de lire jusqu'à la fin, mais vraiment avec le tome 21, parce que dès on s'attache super vite au personnage. Moi, au tome 3, déjà, j'étais complètement à fond dedans, j'ai adoré. Non, mais réellement, les 3 premiers jours, avant de commander la suite des mangas, comme j'avais expliqué tout à l'heure, j'en ai lu un par jour, parce que bon, voilà, j'avais d'autres mangas à lire à côté. One Piece. Bon, on va rien dire. D'autres. On va rien dire en effet. Et bah justement, dès que j'étais au tome 3, je me suis dit, voilà, suite 4, 5, 6, 7, 8 en 2 heures. Ah mais j'aurais tué pour avoir tous les mangas en même temps. Moi je sais Ouais. que Mm. je les achetais au moment où ils sortaient à bah partir oui. du tome 5 en France. Alors moi j'étais en fait j'étais un peu rapide, c'est-à-dire qu'en fait j'ai prenais à la bibliothèque et même si c'était pas dans l'ordre, enfin en fait c'est Comment surtout oses-tu? enfin non mais c'était surtout avec One Piece. Assassin's Classroom j'ai surtout vu l'animé. Ah, d'accord. Je crois que les dessins je trouve sont mieux que dans le manga. C'est vrai que, Mais- en fait, il y a... Bah le manga est bien dessiné quand même. Le manga est assez bien je dessiné. crois par rapport au début. Ouais. ou- Il y a, en fait, il y a un charme qui va plaire à d'autres ou non. Moi, par exemple, j'ai préféré le graphisme avec le manga pour la simple et bonne raison, c'est que l'auteur, il s'est vraiment donné dans les dessins. J'ai vu justement, son nom, c'est Yusei Matsui. Et franchement, dès que j'ai eu Assassination Classroom, je me suis vraiment intéressé à sa biographie. Et j'ai découvert plusieurs storyboards, etc., avec des dessins qui étaient... parfois, on peut se dire si c'était pas une esquisse ou juste un croquis. Ouais. Vraiment. Et quand j'ai vu la différence avec Assassination Classroom, il y a mis du budget. Je crois qu'il avait dit sur un petit tweet, il avait mis j'ai dépensé au moins 300 € par mois pour pouvoir faire Assassination Classroom. Ce qui, bon, au final, lui a rapporté beaucoup, puisque ça lui a beaucoup plu. Et Et ça a beaucoup plu. il a fait peut-être une dette. D'ailleurs, sa dette, petite anecdote, sa dette a été annulée par le La banquier. Oui, non, réellement, il y a un banquier qui Oh avait c'est lu... trop bien ton truc, vas-y je te Oui. le paye. Non, mais réellement, il avait une dette de 600 €. Oui, 600 €, ce qui est quand même pas mal. C'est un cadeau Et généreux de la le part du banquier banquier. a tellement adoré le manga qu'il lui a demandé un autographe en échange de payer sa dette. Ah, c'est rare ça. 600 € On l'autographe, j'ai peut envie dire de dire. qu'il Mais a attends, eu mais- beaucoup de chance. Mais attends, mais c'est débile. Il aurait pu Pourquoi négocier. Il aurait pu demander beaucoup plus. Bah non, Bah mais... non, eh, Attends, il dit, il- je te donne un tome dédicacé et tu me donnes 1000 balles. Mais non, Et il aurait pu déjà le négocier. mec il arrive Je suis et il dit désolée. je renlève Voilà. ta dette. Quand vas tu as pas- cette chance-là, tu vas pas essayer d'y aller plus loin, tu vas déjà Ah, essayer d'accepter non. d'enlever toutes tes dettes. C'était une petite Mais blague. surtout, grâce à ça, il était L'humour. nettement plus libéré. Et il a pu mener d'autres projets avec Assassination Classroom. Par exemple, il a demandé plus de staff en dessin. C'était l'un de ses plus gros projets. C'est vraiment pour ça que Voilà. Assassination Classroom a lancé vraiment toute sa carrière, on peut dire. Mais il a D'accord. fait d'autres trucs après. Alors, après, je ne sais pas encore, puisque ça fait un moment que je l'ai regardé déjà, sa biographie. Et je pense qu'il a relancé un autre manga, et c'est justement pour ça que dans une prochaine chronique, je vais parler de lui spécialement. Ok. Et je vais sûrement essayer de décrire un peu toute sa D'accord. biographie, de comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à Assassination Classroom, qui est, franchement, on va le dire, c'est un type complètement original. On n'a jamais eu un truc aussi Bah, what déjà, the alors, fuck, ça se classe même après- pas en seinen. Ça- ça- Si. Justement. Bah, Non. Non, ça- pas ça Seinen, marche mais très bien pour les c'est enfants. Neketsu. Alors il y a des justement. gens qui le classent en seinen, il y en a d'autres en non, shonen. alors, Ouais, mais justement, alors, pour moi, ça rentre dans ni l'un alors ni justement, l'autre. moi, mon avis, alors, désolé de Le choix est contredire partagé. Vas-y. Akila. Alors, j'ai bien aimé dans l'ensemble. Bah, l'histoire, comme je l'ai dit, il y Attention. avait des trucs d'originaux, donc Oui. j'ai bien aimé. Mhm. Après, moi, le qui
préférais pas en seinen, enfin clairement parce que on retrouve quand même Je suis d'accord avec toi. on retrouve quand même plein de codes du Neketsu classique, les techniques d'assassinat, elles sont plus marrantes que vraiment sérieuses. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et en fait, pour moi, c'est surtout l'auteur qui se tapait un gros délire. Il a quand même fait l'effort de mettre une petite trame derrière, à moitié sérieuse. C'est pas qu'un délire. hein. Mais non, mais honnêtement, moi, c'est pas le manga qui m'a le plus marqué en fait. Alors, moi, enfin, je veux dire, on peut c'est très vrai. bien s'en Je suis d'accord. passer. D'ailleurs, si tu veux une Mais, petite anecdote du personnage, l'auteur, lui non plus, ne sait pas si il voulait le classer en shonen ou en seinen, puisque quand il a fait son manga au départ, il pensait le faire en seinen. Ah bon? Oui, et comme il a vu au départ plutôt développer le personnage de Koro Sensei, et en fin de compte, il a vu que les personnages aussi de la classe formaient vraiment un côté assez mignon, assez Oui. classieux, et il a vu que les traits qu'il avait commencé à faire, il avait commencé à faire les 3 premiers tomes en storyboard, et il a tout rechangé derrière. Ah oui. Vraiment, Ouais, il a mais tout changé on quand il aurait a vu peut-être que... pu le faire en seinen Voilà. original. C'est ça, c'est pour ça qu'au départ il était parti sur un Mais, vrai seinen, et en fin de compte il s'est dit non. Ouais, parce que Je- en vrai, quand Et les personnages je les trouve franchement mieux comme ça, puisque si c'était plus violent, s'il y avait plus de sang, plus de batailles, je me Bah, mais oui, mais avec dis, ça ça, aurait il a- perdu son attache. ça quoi. collerait mieux avec le thème de l'assassinat. Parce Ouais, que mais- là, Justement, c'est ce problème-là, c'est que les gens C'est du ça, en thème fait. assassinat vont dire du sang, des batailles, des C'est ça, combats, en fait, du mais sang, moi, des du balles dans la sang. tête, c'est ça, voilà. parce qu'en fait, moi, ce que j'ai le moins aimé, en fait, c'est que, justement, enfin, c'est un univers, c'est assez sympathique, assez mignon et tout, avec beaucoup de thèmes Neketsu, mais comme ça rattaché au thème donc de l'assassinat, je me dis, enfin, l'assassinat, c'est quand même un thème, enfin, généralement, c'est quand même un truc assez sérieux, un peu plus violent. On peut parler du thème de Fate Stay Night avec la chevalerie par exemple, qui est beaucoup plus violent, et pourtant le manga il mais est justement, beaucoup moins. Alors, attends, justement, ouais. justement, dans On est la, parti sur un débat. non, justement, dans la troisième route, Heaven's Feel et dans Fate Zero, Oui. justement, Fate Zero, ça se rapproche plus du seinen. Et la troisième route aussi, parce que là, c'est vraiment un univers beaucoup plus noir. D'accord. Justement, la précursion de Fate Stay Night, c'est dit que ça va de, J'espère un c'est tout Je mignon, suis pas encore jusqu'à- arrivé à ce moment-là. Oui, et en plus, j'en ai vu sur un autre. On m'a sur un autre- spoilé, c'est même pas un c'est autre manga, c'est un méchant. autre jeu, un autre. Bref, mais voilà, mais moi je le classe, enfin pour revenir à Assassin's Classroom, Assassination Classroom, je oui, le c'est classe. pour ça aujourd'hui. c'est chiant à prononcer, désolé de le dire. Assassination Classroom. Bon bah on va faire. Enfin, je veux dire, enfin pour moi, c'est pas j'ai bien aimé, mais c'est pas le manga qui m'a le plus marqué. Et c'est pas pour moi mon meilleur manga, c'est pas mon manga préféré. Alors je comprends que ça peut ne pas être le manga que tu as préféré. Moi c'est quand même le top 2. En premier j'ai mis One Piece parce que vraiment c'est celui qui a lancé entre guillemets tout ce que j'ai aimé. Et vraiment en top 2 je mets Assassination Classroom parce que au départ moi aussi quand j'ai vu ce titre-là, ça m'a pas du tout intéressé. Je me suis dit univers gore, ça va être un peu lassant. Je me suis dit bon, je vais me le faire en dernier. Parce que j'en avais à peu près une bonne trentaine. Oui, j'aimais bien lire déjà à l'âge de 12 ans. Et je lisais pas mal, j'avoue. Et justement, j'ai commencé à le lire en dernier. C'était vraiment la pire erreur que j'avais fait de ma vie sur les mangas. J'aurais dû commencer par ça, commander la suite et ensuite lire ce que j'avais. Ouais, non, mais c'est. Parce que Mais pendant une semaine, j'étais oui. tellement déçu, je voulais lire la suite. Bon, non. C'était l'une des seules fois où j'ai voulu absolument lire la suite au point de l'acheter, quoi. bon, D'accord. Lise, je crois qu'il va falloir commencer par conclure. Oh non, déjà. Donc, Tancred, toi, t'as bien aimé, mais pas plus. C'est ça, c'est bien, mais pas top. Moi, j'ai adoré. Ouais. Il est interdit de se moquer de ce manga. On a le droit d'exposer ses idées, n'est-ce pas, Tancred? Ah là là. Mais Ouais, sinon, je pense que c'est un bon manga, ça fait passer Oui. un bon moment. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Je sais pas. Oui, c'est vrai. C'est Ça surtout peut- ça il y a- en fait. Justement, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, voilà, En fait, on sait pas trop où le classer, Alors- on sait pas trop si c'est bien ou si c'est mauvais. après c'est. Bon, c'est ça bien. qui a fait. Faut aussi C'est comparer ça avec les ce qui a lectures. fait des titres, des questions absolument monstrueuses. Il y a une question qui m'a vraiment retenue, c'est est-ce que Assassination Classroom peut être considéré comme un chef-d'œuvre avec en Non. rejoignant Dragon Ball Z, One Ah oui, Piece, ce genre de etc. chef-d'œuvre. Fairy Tail. Non, Fairy Tail, Tail, un chef-d'œuvre. Fairy Tail et, Sword Art Online. Dans les Très connus. Alors, il y a des personnes qui Alors- vont dire c'est un chef-d'œuvre parce que beaucoup de gens ont aimé Alors- et il est connu. Ouais, mais- Attends, laisse-moi finir. Comme disait Oxmo Puccino, ce moment où le succès devient la valeur, Voilà. bah, c'est pas bien.
Et ben c'est justement. Bah c'est pas bien. Bah oui. Mais après, C'est pour ça que c'est vraiment il y a trop de Et trop après- de différences. C'est pour ça que j'ai cité Voilà. Fairy Tail tout à l'heure. tout voilà, dépend, c'était- tout dépend aussi de la définition qu'on fait de chef-d'œuvre. Hein. Pour Voilà. moi, les chefs-d'œuvre, ça restera les Miyazaki. Et ça... Je suis d'accord. Mais justement, les Miyazaki, c'était le sujet que j'avais prévu pour faire la prochaine fois. Ah. T'es devant. Totoro, Comment il a pu- Totoro. Eh, mais les Miyazaki ne s'arrêtent pas à Totoro. Il y a Oui, la mais princesse Totoro, Mononoke, il y a mais, Chihiro, il y a Naoshika, il y a Ponyo, il y a Château Agnetti, dans le il y en ciel a pour Corosso, Château château dans le ciel pour ambulant, Corosso, château ambulant aussi. Nausicaa de la vallée du vent. Je l'ai déjà dit. Tu l'as cité. très Ha, bien. ha. Bon, C'est mon après film ce- préféré. Comment Puis oses-tu? aussi, après, il y a les studios Ghibli avec le tombeau des Cioles. Oui, J'ai le tombeau pleuré. des Lucioles, il J'ai est pleuré bien. de nuit. Ouais. Et j'ai mis la fin. Hugo, tu vas Bon, regarder tout ça pour la prochaine fois parce bon, que après, Ghibli, c'est- tu as osé citer du seulement coup, Totoro. concernant ma chronique, du coup, Vas-y, je continue. vais en faire une plus synthétique. Ok, comme tu veux. T'es D'accord. pas obligé de la mettre dans le truc final. C'est- Bon bah oui, mais je vais pas couper non plus 25 Ouais, on minutes. va pas couper maintenant. Hein. Ah, et ça durait 25 minutes. Ah bah oui, au moins. Ah Bon, ouais. comme on était 3 sur 1 heure, ça passait. Mais... Oui, bon regarde là, Ouais, il tranquille. est 19h12. Ouais. Il ça est 19h12, nous allons donc Ah, il nous est arrêter. 19h06 là, hein, Ah bah moi c'est marqué 19h12. sur le PC. Oh Sur le PC, Ouais, regarde mais ton on portable. s'arrête sur le PC. Bon, d'habitude. 19h10, ok. Bon, de toute façon, va Bon, falloir. on va devoir conclure. arrêter dans tous les cas. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, que j'ai bien réussi à vous propagander avec mon petit personnage, que Ça a bien marché. vous avez appris des trucs intéressants et que vous avez envie de lire Assassination Classroom. trop bien. Et sur ce, eh ben, on espère que la prochaine que l'émission vous a plu déjà, que la prochaine émission sera peut-être avec un peu plus de gens, hein, pour repartir Oui. sur de bonnes bases, mais là, Surtout, on va repartir sur Une un chronique gros mieux sujet. préparée, hein. le bac blanc, tout ça, pour les terminales, on pense un peu à eux. Ouais. Eh oui, les pauvres. Vite fait quand même. En- Paix à votre âme. Bon, Et allez, on vous je pense fait que c'est des pour- bisous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.